il y a quelque chose qui me fascine. Peut-être que je vous l'apprends, YouTube. Mais samedi, ce week-end, c'est Backlash. Déjà, et oui, la construction, elle s'est fait vite, et il nous manquait un match pour compléter la carte. Est-ce que ce fameux match allait être révélé, être le combat qui allait opposer Logan Paul à Jey Uso, comme il nous l'avait été teasé la semaine dernière? Figurez-vous qu'on va découvrir que c'est un autre match qui prend la place, et cet épisode de Monday Night Raw a eu une direction que j'ai trouvée pour le moins étonnante. Alors sans plus tarder, rendons-nous à cet épisode de Monday Night Raw du lundi 5 mai au Omaha dans le Nebraska. Un épisode qui va démarrer bien évidemment avec un clip. On nous remontre la formation de ce clan emmené par Seth Rollins avec à ses côtés son nouveau Wiseman, Paul Heyman et Bron Breakker. La première semaine, ils ont terrassé Roman Reigns et CM Punk. La seconde semaine, ils se sont débarrassés de Sami Zayn. Et qui se mettra sur leur chemin? Et bien écoutez, ça va être un peu le fil rouge, le fil conducteur de cet épisode. Et j'ai été agréablement surpris. Je le dis tout de suite, c'est un épisode que j'ai plutôt bien aimé, même si il y a quand même pas mal de longueur. Et ça, on va y revenir. Ce soir à Monday Night Raw, Io Sky affronte en 1v1 Roxanne Perez. Le match sur le papier donne bien évidemment très très envie. Nous aurons également les débuts in-ring de Rusev pour son retour à la WWE qui affronte Otis. C'est pas l'affiche la plus alléchante, mais il y a le petit effet curiosité de voir Rusev de retour dans l'environnement de WWE pour un combat 1 contre 1. On le voit bien évidemment sur cette image, peut-être que je ne vous l'ai jamais dit, peut-être que vous le découvrez, mais Rusev est très très beau. Et Gunther, sa suspension a été levée pour un face-à-face avec Pat McAfee qui sera modéré par Adam Pearce avec des règles très très précises sur le déroulement de ce face-à-face pour pas que ça parte en couille. On découvrira ça un peu plus tard. Je rappelle que les deux hommes seront adversaires à Backlash. Et c'est Jey Uso qui commence et ça y est. Évidemment, ça y est dans le public, ça arrive par le public, ça y est avec les gamins. On revit un petit peu la grande excitation du Hit Movement et ça va yitter pendant à peu près 10 minutes. Ça fait 10 minutes que Monday Night Raw est lancé. Donc déjà, il y a eu un long clip, on nous remonte. C'est pas juste 10 minutes l'entrée de Jey Uso. Il y a eu un long clip, on nous remonte avec Seth Rollins et consorts. Mais là, désormais, l'entrée de Jey Uso, elle s'étend, la vache. C'est quelque chose. Mais il est toujours autant apprécié par le public, donc c'est incroyable. Donc Jey Uso va prendre le micro, va s'adresser à la foule. Jey Uso, il veut pas y aller par 4 chemins. Il veut dire, on va arrêter de perdre du temps, là, mon entrée elle est déjà assez longue comme ça. Bon, il a pas dit ça comme ça, mais on l'a compris un peu comme ça. Logan Paul, je sais que t'es là ce soir. Radine-toi, là, viens-y si tu veux de mon titre, là, viens, on se parle. Et c'est pas Logan Paul qui arrive. C'est Paul Heyman. Ladies and gentlemen, c'est Paul Heyman, etc. Et Paul Heyman, qu'est-ce qu'il vient foutre dans les pattes de Jey Uso? Paul Heyman, avec sa delivery habituelle, va nous proposer un segment assez, j'ai trouvé, intriguant et qui bouleverse un petit peu les plans comme on se les était un petit peu imaginés, comme on les avait spéculés pour cet épisode de Monday Night Raw qui est le Gom Show de WWE Backlash. Même Jey Uso, il a un peu choc-barre en disant qu'est-ce que tu viens foutre face à moi, Paul Heyman, après que t'aies trahi une fois de plus ma famille. Paul Heyman, il va dire attendez, pas manquer de respect à monsieur Jey Uso, mais je vais me justifier enfin sur les raisons. Et il va repasser un petit peu en revue son amitié avec CM Punk, sa relation avec un Roman Reigns qu'il estime avoir construit lui-même, et grâce à lui, il a détenu, parce que là il s'implique, même lui il a été champion visiblement, il a été champion pendant 1316 jours, qui a perdu le titre derrière? C'est pas moi, c'est Roman Reigns. Et Roman Reigns, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il est parti, il m'a abandonné, il m'a laissé aux mains de Solo Sikoa, de Jacob Fatu, il s'est passé ce qui s'est passé, il est juste revenu derrière, non pas pour moi, mais pour mon Oulafala. Donc, je rappelle qui est Roman Reigns, c'est juste un gros chien errant que j'ai transformé en chef tribal. Donc il a un peu de rancœur, aussi sur CM Punk, ça explique, en disant, en me rapprochant de CM Punk, j'allais quand même pas lui dévoiler tous les secrets professionnels de ce qui avait fait la grandeur de Roman Reigns. Donc dans sa tête, en fait, tout était tracé depuis le départ, l'architecte, Seth Rollins, tout ça, donc voilà. Il se justifie un petit peu, et il s'énerve, parce qu'il veut pas passer pour le méchant dans l'histoire, et quand il s'énerve, il est très rigolo, il fait des têtes amusantes, et il balance un gros screw you en direction de Jey Uso. Le screw you, il m'a beaucoup fait penser au screw you qu'il avait balancé à Vince McMahon en 2001, pendant la dernière promo avant les Survivor Series. Le bronzage aussi est un petit peu effrayant, j'avoue, il a pris quelques couleurs. Et Jey Uso s'est un petit peu amusé sur ce pétage de câble en disant ok, est-ce que tu vas bien? Est-ce que t'as pris tes médocs? J'en sais rien. Et surtout, Jey Uso il lui demande mais c'est quoi le rapport avec moi?
Pourquoi tu viens me raconter tout ça? Pourquoi tu m'interromps pour me dire tous tes trucs? Alors, Paul Heyman lui dit, bah justement, Jey Uso, ça a un lien avec toi parce que, vu qu'on s'est débarrassé de Sami Zayn, de CM Punk, de Roman Reigns, la direction logique, c'est d'amener Seth Rollins, le vainqueur du main event de la dernière nuit de WrestleMania, enfin de la première nuit de WrestleMania, de l'amener à te challenger pour le championnat World Heavyweight. Il lui dit, c'est la finalité du projet, et ce à quoi il dit à Jey Uso, mais t'inquiète pas, on veut que ça se fasse quand tu sois prêt. Tu nous donnes le lieu, l'endroit, et Jey Uso, Seth Rollins, etc. Alors ça balaye peut-être un petit peu Logan Paul. On se dit, bon bah Jey Uso, il a déjà gagné son programme contre Logan Paul, si le défi il se prononce comme ça. Et Jey Uso, en réponse à cette attaque de Paul Heyman, qui avait terminé son point et qui s'était barré, il a mis en garde Jey Uso, il a dit, attends, je suis le champion, tu vas pas partir comme ça, tu viens pas me balancer tes bombes comme ça, et surtout, tu viens pas me dire, je vais réfléchir, je vais prendre mon temps. Si Seth Rollins il est là, je suis là, on s'affronte ce soir dans le main event, carrément. Et là, évidemment, dans le Nebraska, les gens sont fous. Main event ce soir, Jey Uso contre Seth Rollins pour le championnat World Heavyweight. Et là, je me suis dit, petite paire de bol sur le booking. Hein. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Un peu étrange quand même, tu vois, de pas advertiser une telle affiche, une telle rencontre. On rejoue un petit peu sur les codes du ok, on vient apporter, tu vois, un fil rouge dans l'épisode, et moi ça me plaît, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais un peu étrange parce que bah, on est un peu dans un mood où on se dit, bah ça se trouve, Jey Uso il drop le titre tout de suite, qu'est-ce qu'il leur prend c'est une affiche qui paraissait un peu plus logique, tu vois, peut-être pour les gros rendez-vous de cet été, SummerSlam, peut-être qu'on allait un peu plus construire le règne de Jey Uso. Ben on verra ce soir, ça sera déjà un immense test. Juste après ça, on a Penta qui fait son entrée, il va affronter dans un petit instant JD McDonough. Et Penta, petite nouveauté, son thème d'entrée est désormais édité. Il y a un petit arrangement musical supplémentaire par nul autre que monsieur Adam Jones du groupe Tool. Une connexion entre WWE et Tool, qui est un des meilleurs groupes de musique rock, metal alternatif, hyper technique. Tool, c'est assez incroyable. Hein. S'il y a des gens qui sont fans de Tool, je comprends tout à fait. Je suis pas le plus grand des connaisseurs et amateurs de Tool, mais je respecte énormément leur travail. Ils viennent ajouter quelques petits accords de ce fait dans le thème de Penta. Donc connexion vraiment assez intéressante, assez étonnante je trouve. Et son adversaire JD McDonough qui fait son arrivée au ring accompagné de Carlito et de Finn Balor. Ils nous ont montré les origines de la querelle entre tout le monde. Et on retrouve derrière Paul Heyman, avant que le match débute, Paul Heyman backstage qui va voir Seth Rollins et qui lui dit, bah tu vois c'était facile. Et Seth Rollins il lui dit, bah écoute, je t'avais dit que ça allait être facile, qu'il allait pas être dur à convaincre le Jey Uso. Et de ce fait pour eux, le moment de gloire il est là. Et encore une fois, il rappelle que... Enfin, il rappelle surtout, parce que Seth Rollins il va se préparer, il rappelle surtout à Bron Breakker qui est derrière, il rappelle qu'on n'a plus personne sur notre chemin, plus de CM Punk, plus de Roman Reigns, plus de Sami Zayn, et que l'avènement arrive, Seth Rollins va nous offrir les clés du royaume avec ce championnat. J'ai bien aimé aussi qu'ils disent que être champion World Heavyweight à Jey Uso, c'est être la personne en contrôle, et ce contrôle il nous intéresse pour notre clan, pour Seth Rollins, donc c'est bien, tu vois, on affiche les ambitions, le clan il est pas juste là pour... faire régner la terreur, il a des ambitions, cette ambition c'est que Seth Rollins revienne au sommet de la WWE. Bron Breakker, bon il est là, il sourit, il accepte. Alors oui, aussi très important, il met over Jey Uso, hein. Il dit quand même à Seth Rollins, Jey Uso ça va pas être le mec le plus simple à battre parce que Gunther il l'a quand même fait abandonner quoi, on parle pas de n'importe qui, Gunther c'est pas un peintre, donc attention, hein. Ils font aussi tout un super discours en disant Jey Uso ça va pas être une personne facile à abattre. Le combat entre JD McDonough et Penta, j'ai pas grand chose à dire, ça a duré 11 minutes, c'était plutôt excellent. Il va y avoir évidemment des faits de jeu avec le Judgment Day qui va s'appliquer. L'in-ring est vraiment très très bon, hein. Il y a des séquences avec des Spanish Fly là, à la volée de JD McDonough, c'est plutôt fluide et la connexion, la chimie entre les deux hommes opère plutôt bien. Penta il a toujours une bonne cote de popularité, mais comme vous vous en doutez, il y a Finn Balor et Carlito qui sont aux abords du ring, qui se mêlent un petit peu de quelques petites distractions, et surtout, à un moment donné, Finn Balor, il remet un peu rudement Penta dans le ring, et l'arbitre le gaulle. L'arbitre le chope, lui dit « Et vous, là ?» Même Finn Balor, sur sa tête, il fait « Ah merde, l'arbitre, il m'a gaulé. » Il les renvoie tous les deux au vestiaire. De ce fait, pendant qu'il les renvoie au vestiaire, ça crée une distraction pour que Chad Gable vienne s'en prendre à Penta, dans le dos de l'arbitre. Penta, il arrive à repousser Chad Gable, il arrive à repousser tout le monde, en réalité. Il reprend un petit avantage JD McDonough, il est prêt à porter son moonsault, le moonsault va être esquivé, et juste un Canadian Destroyer, Mexican Destroyer, 1, 2, 3, victoire de Penta,
qui a réussi en réalité à se débarrasser d'une situation de 4v1. Donc Penta ressort très très fort à l'issue de ce match, et on ne l'a pas fait ressortir fort sans raison. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bravo Penta, 11 minutes de catch, vraiment de très très bonne facture. Avant qu'on en sache un peu plus au tour de Penta, on le savait, la semaine dernière, Grayson Waller avait annoncé au micro de, il me semble, Jackie Redmond, qu'il allait avoir un combat 1 contre 1. Alors Austin Theory, il tournait un petit peu son nez, parce qu'il dit, c'est pas une opportunité pour nous en équipe, tu penses qu'à toi, qu'est-ce qui se passe? On sème un peu la discorde, et cette semaine, de ce fait, on apprend que Grayson Waller, en conversation avec Adam Pearce, il laisse son spot à Austin Theory. Parce que son pote Austin Theory tournait un peu son nez, donc il lui a dit, écoute, finalement, je te laisse ma place, je joue avec Adam Pearce, ok, Adam Pearce il valide, Austin Theory il est un peu pantois, Austin Theory de ce fait, il demande à Grayson Waller qui il va affronter, et Grayson Waller il a fait, tu sais quoi, vaut mieux que tu ailles au ring, et que tu découvres, que ça te fasse une surprise. Encore une pantoiserie pour Austin Theory. C'était un peu amusant, c'était un peu rigolo. Karrion Kross au micro de Katie Kelly. Je crois que Jackie Redmond, elle n'était pas là cette semaine. Donc c'est au micro de Katie Kelly. C'est pendant la pub. Alors je vais être très honnête. Il y a un buzz autour de Karrion Kross. J'ai commencé à regarder le fameux documentaire qu'il a lui-même produit sur sa position un peu ambiguë actuellement à la WWE. Et Karrion Kross, il en tire quand même un peu l'intérêt. Il y a une curiosité qui est en train de se faire autour de Karrion Kross. Et Karrion Kross, il a encore fait une espèce de discours énigmatique où il parle de Sami Zayn. Est-ce que la semaine dernière, il a bien fait de ne pas accepter la proposition de Seth Rollins, etc. Il se tourne vers le public. Et il a commencé à se référencer comme étant le diable que l'on connaît face au diable qu'on connaît pas. Enfin bref, il est toujours un peu énigmatique. Mais j'avoue, moi, la soupe Karrion Kross, étant donné qu'elle est promue toujours de la même manière pendant ce qui est normalement... Et la coupure publicité, j'y crois toujours ap. Je m'attends à rien de particulier tant qu'il n'a pas un segment en dehors de la coupure publicité qui aboutit à un match et à un vrai programme. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, j'y prête pas trop attention. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui se développe, mais apparemment, c'est toujours pas ni l'endroit ni le moment. Il prépare peut-être quelque chose. Pendant ce temps-là, Austin Theory et Grayson Waller font leur arrivée au ring. On attend gentiment qui sera leur adversaire. Alors on se doute que c'était un piège, que Grayson Waller, il a su qui l'affrontait, et de ce fait il voulait pas l'affronter, il va laisser Austin Theory se démerder pour semer encore un peu plus le trouble entre les deux. Donc je m'attends à un nom de zinzin, mais en fait, bon, c'est à moitié un nom de zinzin, c'est Sheamus en fait qui fait son retour, qui était plus apparu depuis quasiment le Royal Rumble, qui est passé totalement à côté de la route de WrestleMania. Ce bon vieux Sheamus fait son retour et on s'en doute, Austin Theory, il fait le type qui est pas véritablement content, et Grayson Waller, il fait, maintenant démerde-toi. Mais d'un côté, je me dis, vous voulez de la compétition, vous voulez briller les mecs, vous voulez montrer quelque chose, et là, il y a le bon vieux Sheamus qui arrive, et genre, ça vous fait chier de l'affronter, quoi. Alors, le match, il est exactement ce à quoi on pense qu'il va être, ça dure un peu moins de 10 minutes, et Austin Theory, il va beaucoup souffrir pendant le combat. Il y a Grayson Waller qui a l'air un petit peu désolé pour son pote, mais on sent que c'est vraiment pas la mort fou qui règne entre les deux, ça va continuer d'alimenter un petit peu les sujets entre ces deux-là. Attention, Austin Theory, il a aussi quelques comebacks, et vraiment, excellent catcheur, Austin Theory, les peu de choses qu'il fait, c'est athlétique, c'est plutôt cool, et il a un selling vraiment très très bien pour mettre en valeur ce bon vieux Sheamus, mais sans surprise aucune, Sheamus remporte la victoire de manière clean avec le Brogue Kick. 1, 2, 3. Quelle sera la suite pour Sheamus? Je suis curieux. Le championnat intercontinental, je pense que c'est toujours sa cible. Le championnat intercontinental, il a l'air prenable, étant donné que c'est Dominic Mysterio qui est le champion actuel, mais il va falloir faire la queue, il va falloir patienter, parce que il y a d'autres plans pour le moment, peut-être autour de ce championnat intercontinental, et on va en reparler très très vite. Voilà, Grayson Waller, Austin Theory, je vous pose la question, quand le split va arriver? Je pense qu'on a cette discussion depuis peut-être plus d'1 an maintenant. Et là, les commentateurs, ils sont criés garde, ils nous disent, il y a un match qui se rajoute à Backlash, et Dominic Mysterio, il défend le championnat intercontinental contre Penta. Oh! De ce fait, pas de Logan Paul contre Jey Uso, pas un autre match, on va dire peut-être de la division féminine ou autre, donc Io Sky, elle défend pas son titre, Tiffany Stratton, elle défend pas son titre, non, Dominic Mysterio défend le championnat intercontinental contre le Penta qu'on a vu construit plutôt fort. Bon, ce qui fait que la carte de Backlash, il y a que 5 matchs à Backlash, on sait qu'il y a souvent 5 matchs dans les PLE WWE, elle est clôturée, elle est terminée. Et on fera bien évidemment le point. Il y a un Sturistradamus format traditionnel qui sortira sur la chaîne prochainement. Donc un peu la consternation dans le vestiaire du Judgment Day, étant donné que Dominic Mysterio, il n'avait pas l'air au courant qu'il allait devoir défendre son titre à Backlash. Liv Morgan, elle n'est pas là cette semaine. Il y a juste Raquel Rodriguez, Carlito. Il y a JD McDonough qui est arrivé et qui a perdu son match et qui s'en est un petit peu plaint.
Et il y a AJ Styles qui se radine. AJ Styles, il arrive, il fait un petit coucou à Finn Balor. Avant, il fait « Ah, Finn, comment ça va ?» Et juste après, il se positionne, il fait « Voilà, juste savoir, sachez une chose, le titre intercontinental, il m'intéresse. Et Dominique, Dodo, peu importe qui gagne entre toi et Penta, sache que je suis le suivant. » Voilà, c'est tout. Ce fait, Dominique Mysterio, il a un petit peu choc-barre. Et il dit à Finn Balor, bah toi tu connais bien AJ Styles, vous avez un passé tous les deux, bah va t'en occuper pour moi. Essaye de t'en occuper pour lui, là t'es mon lieutenant, etc. Dominique Mysterio il donne des ordres. Finn Balor, il a pas aimé que Dominique Mysterio lui donne des ordres, mais après, il a eu encore son petit problème de bipolarité, il a fait, bon je vais m'en occuper pour toi mon petit Dominique et tout, voilà. Ils s'affronteront la semaine prochaine. Voilà, ça c'est bon. Backstage, après ça, on va retrouver Chad Gable, qui a une petite conversation avec le New Day. Et le New Day, ils sont un peu, voilà, ils font un petit peu les fans de Chad Gable. Il fait, ouais, c'est pas mal ce que tu fais, etc. Bon, sans sous-entendre véritablement que c'est El Grande Americano, quoi qu'un peu. Et ils disent, ce que tu fais aussi pour l'American Made, il mérite des opportunités, tu vois. Il y a une discussion, c'est un peu dans le respect, et justement, Chad Gable, bah, c'est peut-être l'occasion pour lui de placer les Creed Brothers en tant que challenger au championnat par équipe du New Day. Ça sera marrant parce que c'est un petit fusil de Chekhov qui est posé pour un peu plus tard, qui était un peu amusant. Ils vont être interrompus par Becky Lynch, qui passe devant eux. Becky Lynch, il y a juste Xavier Woods qui lui dit... t'as bien fait de dire ce que t'as dit à Lyra Valkyria, t'as notre soutien. Becky Lynch, elle relève à peine, et puis elle va au ring. Et justement, Becky Lynch, on rappelle qu'elle affrontera Lyra Valkyria justement pour le championnat intercontinental. Comme ça, il y a quand même une affiche féminine sur cette carte, mais pour un championnat secondaire. Et Becky Lynch va au ring et, une fois de plus, elle va se justifier, dire qu'elle n'est pas la méchante dans l'histoire, même si elle s'adresse notamment à Bayley en des termes peu élogieux, en disant qu'elle a sorti les poubelles avant WrestleMania, c'est pas gentil, et que désormais elle va s'occuper du recyclage en parlant de Lyra Valkyria, c'est toujours pas gentil ça. Et bien évidemment, elle est là pour vendre son truc, et encore une fois se défendre de tout. Lyra Valkyria va arriver, va se défendre aussi de plein de trucs. Il y a surtout ce rapport un peu générationnel entre les deux qui est mis en lumière, et j'ai trouvé que c'était assez pertinent, d'une Lyra Valkyria qui court parce que avant ça... Becky Lynch a marché pour elle, tu vois, et a ouvert les portes à la division. Becky Lynch, elle dit par exemple, Lyra Valkyria, tu seras éternellement le moment après le moment. Je suis la meilleure parce que c'est pas les gens qui l'ont dit, tu vois, c'est le Sport Illustrated qui a dit que j'étais la meilleure catcheuse du monde, ce genre de truc là, tu vois. C'est un peu marrant de se fait comment elle réussit, tu vois, toujours à retourner les choses en sa faveur, Becky Lynch. Lyra Valkyria, elle commence à énumérer de se faire « Ah oui, c'est vrai, t'es la première à avoir main eventé WrestleMania, ok Serge, je vais pas enlever ça. T'es la première à avoir unifié les deux ceintures, ok Serge, je vais pas t'enlever ça. T'es la première à avoir remporté le championnat intercontinental. » Bah non, parce que c'est moi la première championne intercontinentale, et ce moment-là, même si ça te fait chier, bah tu pourras jamais me le retirer. Et là encore, une Lyra Valkyria qui est très très assurée au micro, et c'est vraiment une des premières fois que je vois Lyra Valkyria 2 semaines de suite avec un aussi bon programme pour elle, pour pouvoir montrer qu'elle a de la personnalité, pardon, et pas juste un excellent catch technique dans le ring. Et vraiment, ils font un excellent travail pour nous vendre le programme, et on sait que dans le ring, ça va être plutôt bien. Ça devient aussi un peu personnel entre les deux femmes. Becky Lynch, elle a des arguments aussi pour s'en défendre, de se faire... Hop, elles partent en conflit, elles partent en bagarre. C'est un petit peu séparé à l'extérieur du ring par les officiels. Elles finissent par réintégrer le ring. La bagarre, elle se poursuit. C'est Lyra Valkyria qui ressort debout. Alors, toujours la grande question, si Lyra Valkyria, elle ressort debout du segment avant le pay-per-view, qui va gagner le match? J'ai pas encore véritablement établi mon pronostic, mais j'en reparlerai pour le sur Stradamus. En tout cas, très gros test pour Lyra Valkyria. Est-ce que Becky Lynch, elle vient renforcer de ce fait le programme de mid-card? Limite, elles sont en train de rendre le championnat secondaire de Monday Nitro plus intéressant que la course au titre de Io Sky, qui est pas véritablement encore totalement redéfini, qui est plus en programme d'attente pour l'instant, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et vraiment, Becky Lynch, encore une fois, au micro, elle assure totalement. Elle porte un peu les choses. Ça fait du bien. Et ben on va rester dans la division féminine pour parler justement d'Io Sky. Io Sky, dans un instant, elle affronte Roxanne Perez. Roxanne Perez, elle va juste faire une petite promo pendant la pub pour se faire détester et un petit peu chambrer Io Sky, Rhea Ripley, qui est pas là, et justement on va en reparler. Après le retour de publicité, Io Sky fait son arrivée et on nous apprend, la Michael Cole, il nous apprend, Rhea Ripley, elle est pas là cette semaine. Voilà. Rhea Ripley, elle est actuellement en Australie pour faire la promotion du futur Premium Live en Australie, qui sera WWE Crown Jewel. Crown Jewel, c'est désormais l'Australie. Alors l'Australie, ils ont fait Super Showdown.
Super Showdown, c'est parti en Arabie Saoudite. Et ben, Crown Jewel, c'était l'Arabie Saoudite. Désormais, Crown Jewel, c'est l'Australie. Et ça sera au mois d'octobre, donc on a encore un peu le temps. Alors, excellent match entre Io Sky et Roxanne Perez. Vraiment une chimie remarquable entre les deux. Ça a duré 10 minutes. Et exactement comme la semaine dernière, Roxanne Perez, elle est totalement prête, tu vois, pour l'étape supérieure. Elle fait encore un excellent travail sur la jambe de Io Sky qui lui rend parfaitement hommage en vendant ses assauts. Au moment où Io Sky, elle veut faire une course d'un coin à l'autre du ring, elle se pète le genou. Trop bien. Excellent. Et on va terminer ça en plus de manière clean après une succession de plusieurs roll-up. Avant ça, Roxanne Perez, elle fait un peu les trademarks, elle reprend le fameux Scorpion Kick de Meiko Satomura, ça me fait toujours plaisir. Succession de roll-up enchaînés, et Io Sky finalement, elle obtient le compte 2-3. Alors je dis pas roll-up zone, là pour le coup, même si la tronche de Roxanne Perez qui perd par roll-up zone, elle fait « Ah non, la roll-up zone !» Non, parce que c'était quand même compétitif et acharné jusqu'au bout, et en plus de ça, très surpris de ce qui va se passer dans l'aftermatch, Roxanne Perez, elle propose une poignée de main à Io Sky. Io Sky, elle est un peu trop naïve. Elle accepte la poignée de main. Roxanne Perez, elle repart derrière la tête basse. Mais en fait, c'était un piège pour que l'attention de Io Sky soit détournée. Et Giulia, derrière, après que la poignée de main ait été acceptée, Giulia, elle vient attaquer Io Sky dans le dos. Et voilà, quoi. Elle se fait passer à tabac. Il n'y a pas Rhea Ripley pour faire le save. Personne fait le save pour Io Sky parce qu'aussi, il n'y a plus Dakota Kai, quoi. Voilà, il n'y a plus Dakota Kai. Il n'y a pas Kairi Sane non plus. Damage Control, il n'y a plus personne. Est-ce que c'est la fin de Damage Control, en vrai? Je crois que le clan est fini, hein, c'est finito. Hein. Donc voilà, quoi, on est triste. Hein. Alors attention, encore une fois, l'immense question, est-ce que Roxanne Perez et Giulia sont call-up? Je pense pas qu'elles soient véritablement call-up parce qu'ils se réfèrent toujours à elles comme des catcheuses de NXT. Elles sont quand même promues à Monday Night Raw depuis 3 semaines consécutives. Dans un instant, c'est Otis contre Rusev. Ils aiment bien WWE quand il y a des gros bébés qui s'affrontent de nous faire un gros Tale of the Tape et de comparer un petit peu les dimensions là entre les mecs. Là. Voilà, ça, Mid Slapping Meat. Le public va jamais chanter Mid Slapping Meat pendant le match. Ça, c'est un peu triste. Mais avant ça, backstage, on avait posé un petit fusil de Chekhov tout à l'heure. Ça va se régler, mais pendant la publicité. Ah, tant pis. Le New Day, Adam Pearce, les War Raiders et Chad Gable, ça discute autour de la compétition, autour des championnats par équipe. Et Chad Gable, il a été voir Adam Pearce. Lui, il voulait donner l'opportunité des titres par équipe aux frères Creed. Les War Raiders, ils font, nous on a une winning streak et les frères Creed, on les a déjà battus, on voudrait passer avant. Et le New Day, alors qu'ils avaient dit à Chad Gable, on aimerait bien que les frères Creed aient 2 opportunités, ils viennent pas du tout faire les affaires de Chad Gable parce qu'ils ont dit, nous on va affronter des équipes méritantes. Hein. Donc, Adam Pearce prend les décisions. Chad Gable, tant pis pour lui, ça sera les War Raiders contre les Creed Brothers la semaine prochaine pour potentiellement déterminer des aspirants numéro 1 au titre par équipe. Chad Gable, c'est un peu marrant, c'est le dernier à avoir quitté le bureau et Adam Pearce, il lui a dit joyeux Cinco de Mayo Americano. Voilà. Tiens, pour le Cinco de Mayo, il s'est passé un truc pour El Grande Americano, mais ça, je vais pas vous spoiler, vous irez voir sur les réseaux sociaux. Ok, donc Otis, bon, il a eu l'entrée un petit peu de jobber, un retour de publicité, il est déjà dans le ring, on a vu un bout de l'entrée quand même pendant la coupure publicitaire. Ça me fait toujours un peu bizarre qu'ils rentrent toujours sur la musique de l'Alpha Academy, qu'ils soient toujours référencés comme l'Alpha Academy, alors qu'ils ont des t-shirts Alpha Babes, tu vois, pour Maxime Dupri. Bon, on se doute évidemment que Otis est envoyé en pâture pour les débuts de Rusev, le retour de Rusev. J'adore le thème d'entrée de Rusev. Le thème d'entrée est vraiment très cool. Et le match, je l'ai trouvé construit un peu bizarrement. Ça va durer 6 minutes 27, entrecoupé d'une coupure de 3 minutes. Bon, nous, on peut voir quand même ce qui se passe pendant la pub parce que c'est diffusé sur Netflix et on a la publicité, tant mieux. Mais il y a quand même un petit 50-50. Il y a des grosses phases de domination, bien sûr, de Miro, avec des gros colliers de tête et tout. Mais bon, je trouve qu'il fait pas le catch le plus intéressant ou agressif qu'il soit. Je pensais qu'il allait être construit beaucoup plus fort et je m'attendais limite à un squash de 3 minutes sans qu'il y ait des coupures publicitaires. Surtout qu'on revenait de publicité. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus expéditif pour vraiment construire Miro fort. Et sans qu'on fasse vraiment monter l'intérêt en fin de match. Miro, après être quand même passé sur la table des commentateurs. Otis, il avait quand même de quoi se faire valoir. Il va lui porter le game over. Là. Comment il l'appelle, Rusev Matchka, le camel clutch. Voilà, le camel clutch. Et l'accolade. Voilà, c'est l'accolade. Ouais, j'ai dit Miro. Miro est très beau, mais Rusev est encore plus beau que lui. Il va lui porter l'accolade et terminado. Bien évidemment, il relâche pas la prise tout de suite. L'arbitre doit se faire montrer. Il y a Tozawa qui vient faire les gros yeux, qui vient déchirer son t-shirt devant Miro. Miro, il lui a dit, oh là, non, trop de violence, Akira Tozawa, je préfère quitter le ring.
pour mieux faire demi-tour derrière et venir terrasser Akira Tozawa sur Otis devant une Maxime Dupri qui ne pouvait rien faire et s'en prendre à nouveau à Tozawa. Et là, on a envoyé tout le service de sécurité pour séparer Miro de Otis. Voilà, j'ai dit Miro plein de fois, ça y est, alors que c'est Rousseff, que voulez-vous. Et on n'a pas envoyé le même service de sécurité tout à l'heure pour venir sauver Yoskai. Hein. Attention, hein, je crois qu'il y a des préférences. Hein. Otis, il est mieux vu que Yoskai dans la compagnie. Hein. Tout à l'heure, la situation de 2v1, sécurité pas venue, rien du tout. Hein. Tati Nati, elle est venue réconforter Maxine et Tozawa et ils ont escorté Otis. Otis, ils l'ont un peu filmé, il avait du mal à revenir backstage. Donc Miro, il a tapé fort. Mais Tati Nati, voilà, c'est ça son spot. V'là la meuf, Tati Nati. Je pensais qu'elle avait rien à foutre, moi, de Maxine Dupri, qu'elle était pas chaude à l'idée de faire équipe avec elle. Là, elle est avec elle. Nati, elle a eu du temps d'antenne. Tati Nati, bien sûr, il y a Tati Nati, incroyable. Moment important, Adam Pearce, il est dans le ring. Il accueille Pat McAfee. Pas de musique, il vient de la table des commentateurs, donc il n'y a pas loin à aller, on va pas lui mettre un thème d'entrée. Par contre, il accueille Gunther, qui lui arrive, thème d'entrée, etc. Et visage particulièrement fermé, bien déter. Et Adam Pearce, il donne les consignes avant le face-à-face. Il a dit... Vous savez que vous ne pouvez pas vous toucher avant votre match à Backlash. Les consignes, elles ont été claires. Donc, comportez-vous en professionnel. Et là, tout de suite, Pat McAfee, excellent jeu de regard, j'ai trouvé avec Gunther. Il va tout de suite chercher l'appui populaire du public. Tu vois, en levant les bras, etc. Et tu sens que c'est l'homme du peuple. Hein. Pat McAfee, là, pour le coup, il a le soutien populaire. Donc, Gunther va être le premier à s'adresser à lui. Il va pas véritablement, tu vois, regretter ses trucs. Il va encore une fois s'en prendre au public en disant voilà, les you tap out, etc. Voilà, ça, on me demande d'être professionnel, je suis professionnel. C'est vous qui n'êtes pas professionnel quand vous vous moquez de moi à la table des commentateurs, Michael Cole et toi. Alors, Michael Cole, évidemment, il va être le gros sujet de la défense de Pat McAfee qui va dire que cet homme-là, ça fait 28 ans qu'il est dans la compagnie, il a raté quoi 3 jours de travail pour être là, pour donner le meilleur de lui. Alors, excuse-le. Il peut avoir un petit peu d'opinion par moment. Pat McAfee, en plus de ça, il met over tout le Nebraska en disant c'est ici qu'on fait les meilleurs steaks et tout. Donc clairement, le babyface qui s'exprime trop bien, je peux pas lui enlever. Et surtout, Pat McAfee, moi c'est le truc qui m'a tué quand il a terminé son petit discours face à Gunther. Il a dit qu'il en avait pas peur. Parce qu'il se battra toujours pour ses convictions déjà. Alors ça c'est beau. Il se bat pour ses convictions, mais surtout parce que Gunther... Il estime qu'il a perdu son jeu, étant donné qu'il a perdu contre des mecs comme Sami Zayn et Jey Uso. Donc Pat McAfee, il peut battre Gunther. C'est rude pour Sami Zayn et Jey Uso. C'est rude quand même. Je vous promets, vous irez réécouter le truc, il a dit Jey Uso et Sami Zayn, ils ont été capables de te battre, alors pourquoi pas moi? Bah peut-être parce que t'es pas Jey Uso, t'es pas le champion World Heavyweight, t'es pas Sami Zayn. Gunther, il a absolument pas baisser le regard ou quoi que ce soit, il prend Pat McAfee très au sérieux. Et il lui a dit, écoute-moi bien, ta fille, elle vient d'avoir 2 ans. T'as passé du temps avec ta fille. Profite un petit peu de tes moments. Parce que Pat McAfee, comme tu l'as dit, je vais te donner toute mon attention. Aujourd'hui, je peux pas être physique avec toi. Je peux pas te toucher, on peut rien faire. Mais par contre, samedi, tu auras tout mon sérieux, toute mon attention. Tu dis que j'amenais pas mon jeu là ces derniers mois, que j'ai perdu des matchs, etc. Ok. Là, je vais être très sérieux avec toi. Mais par contre, un peu la manière hein, de ce que lui avait dit Jey Uso avant le WrestleMania, il n'y aura aucune excuse pour ce que je vais te faire. Je serai inarrêtable. Et je vais t'étouffer et pas te laisser repartir. Et en fait, c'est le Gunther, tu vois, qui a vraiment lancé un gigantesque avertissement à Pat McAfee qu'on n'est pas là pour rigoler. Que là, c'est très sérieux ce qui se passe. Et Pat McAfee, vraiment comme, tu vois, comme un combattant prêt pour aller à la guerre, jeu de regard, j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'était très bien produit. C'était superbement bien produit. Et même si l'affiche vaut ce qu'elle vaut, que on est peut-être nombreux, tu vois, à pas porter Pat McAfee dans notre cœur, j'ai trouvé que cette promo était particulièrement efficace pour nous vendre le match entre les deux. Alors oui, ça se fait en Premium Live Event. Est-ce que ça aurait pu se faire en weekly ou pas? J'en sais rien. Mais il en ressortira, je pense, des trucs assez intéressants de ce match. Donc la promo me l'a vendu. Gunther, quand même, avant de partir, il a poussé Pat McAfee. Pat McAfee, il a dit à Adam Pearce, c'est OK. Et il s'est barré. Et on en est resté là. Et Pat McAfee, il est reparti s'asseoir à la table des commentateurs. Tu sentais quand même dans sa manière de bouger qu'il n'était pas des plus à l'aise. Et que Gunther avait peut-être pris un petit ascendant psychologique. Alors vraiment, c'est pas le jeu normalement, puisque je vais parler de ça sur Israelamus, mais vraiment, Pat McAfee, il faut pas qu'il revienne bosser au lendemain de Backlash. On est d'accord.
s'il prend une rouste, comme on se l'imagine tous, il faut pas qu'il revienne le lundi Bossaro. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils écrivent son write-off là pendant quelques temps. Tant qu'ils prennent des vacances et qu'il fait un peu le part-timer, pas de McAfee généralement. Bref. Il avait pas demandé des congés, qui ça, Gunther? Bah, il les a eu, ces congés, il les a eu la semaine dernière. Il va pas partir en congé pendant 5 mois. On lui donne une semaine, c'est déjà bien, quoi. Eh oh! Ouais, revenez bosser, là! T'es pas Roman Reigns! Une semaine, c'est bien, non? John Cena, Randy Orton. Chaque semaine, on a le droit au clip. 25 années de rivalité. Cette semaine, on parle de Breaking Point 2009. J'en avais parlé de Breaking Point 2009. C'est un match que j'aime bien, hein. Le fameux I Quit match avec le John Cena qui s'arrête de vendre, là, quand il est accroché au poteau, qui se prend les coups de kendo stick et tout. Il y avait des plans très très jolis, je trouve, de ce match qui... Je sais pas, il faudrait que je le revoie. Est-ce qu'il a mal vieilli ou pas? J'en sais rien. Et la victoire à l'époque de John Cena, de ce fait, on alterne à une victoire de Cena, une victoire d'Orton. Ils s'affronteront bien évidemment dans le main event de Backlash ce dimanche. Et John Cena sera présent ce week-end à SmackDown avant d'affronter Randy Orton à Backlash. Il n'y aura pas de SmackDown recap, je le rappelle, étant donné que je suis du côté de Bangers Zone Wrestling pour le show Fight Forever avec Elias. On marche tous avec Elias, avec Ricky Sosa contre LJ Cleary, avec Kuro contre Connor Mills numéro 2 que j'attends tout particulièrement. Un super match hardcore entre Big Joe et Charles Crowley. Donc on se voit probablement peut-être pour beaucoup d'entre vous ce samedi à Fâche-tu-Ménil pour le show BZW, je serai aux commentaires. La semaine prochaine, en revanche, à Monday Nitro, post-Backlash, on a cette belle affiche entre AJ Styles et Finn Balor, dont j'ai parlé tout à l'heure. Finn Balor en rempart pour protéger son ami Dominic Mysterio. Et c'est un classique, hein, entre les anciens leaders du Bullet Club. Les War Raiders contre American Main, on a compris que ceux qui remporteront ce match se hisseront dans les rankings ou deviendront aspirants au titre des champions par équipe, je ne sais pas encore. Donc pour les War Raiders, c'est pas encore totalement gagné. Les matchs entre les deux équipes sont plutôt cool, donc ça va, je suis là. Et ça y est, j'en avais parlé tout à l'heure, je l'avais évoqué, mais ça aura bien lieu la semaine prochaine. Io Sky et Rhea Ripley contre Roxanne Perez et Julia. Est-ce que ça clôturera le débat? Est-ce que tout ce truc, est-ce que la présence de Roxanne Perez et de Julia sont uniquement là pour mettre en place un peu plus la rivalité entre Io Sky et Rhea Ripley? Veut-elle pouvoir coexister? C'est une affiche particulièrement cool et ça fait déjà, tu vois, 3 beaux matchs pour l'épisode de Monday Nitro la semaine prochaine. Plutôt bien. Et ça y est, on est déjà à l'heure du main event. Seth Rollins a fait sa longue entrée accompagnée de Braun Breaker et de Paul Heyman. Jey Uso a fait sa plus courte entrée qu'au début de l'épisode depuis le stage et ils ont été présentés par notre très chère Alicia Taylor. On a vraiment le cadre, tu vois, du gros main event et on est parti pour un beau main event qui va durer près de 17 minutes. Et vraiment, j'ai pas grand chose à redire sur ce combat qui a eu une construction où Seth Rollins est plus aussi respectueux que de Jey Uso qu'à l'époque où ils étaient potes, etc. et qu'ils étaient dans le camp des gentils. Hein. Seth Rollins, il est un peu là pour gagner. Donc on vient un petit peu se trash-talker et ça s'énerve. Et Jey Uso, vraiment, il manque beaucoup de caractère et il se laisse pas marcher dessus. L'exécution globalement dans le match est vraiment très très bien avec un Jey Uso qui pose beaucoup de problèmes à Seth Rollins. Et on prend vraiment, tu vois, la menace dans le clan Seth Rollins de Jey Uso très très au sérieux. Et c'était vraiment, tu vois, avant qu'on aille sur le gros dénouement du match, avec toutes les nearfalls et tous les moments un petit peu marquants, dont notamment ce spear contré en pedigree qui était vraiment très très cool pour seulement un compte de 2. Vraiment, je m'arrête là 2 secondes. Cette formule était particulièrement efficace pour crédibiliser le catch de Jey Uso. Je sais que ça peut paraître un peu étonnant, étant donné que Jey Uso reçoit énormément de critiques pour son in-ring, mais il a fait un match sans fausse note contre Seth Rollins. Vous pouvez répondre parce qu'il y avait Seth Rollins en face. Bon, Seth Rollins, il n'a pas fait des matchs incroyables avec tout le monde non plus, mais là, vraiment, c'était de l'excellent catch, un excellent main event à enjeu pour un épisode de Weekly, mais on s'en doutait un petit peu que ça allait pas se terminer de la manière la plus clean, qu'on allait un petit peu protéger l'effort. Mais comment? Qu'allons-nous faire? Seth Rollins, on se doutait qu'il n'allait pas prendre le titre tout de suite, surtout que le programme entre Logan Paul et Jey Uso était peut-être engagé, à moins que twist scénaristique, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est bien, parce qu'on a quand même un conflit un petit peu gagnant-gagnant avec un Jey Uso qui est très très fort, un Seth Rollins, on sent maintenant, on connaît ses ambitions et il veut pas attendre. Il y a Braun Breaker à un moment donné qui tente de se mêler dans le combat, qui va être un petit peu le game changer pour Seth Rollins dans la fin de match, avec un Jey Uso qui arrive à le repousser et il se fait embarquer derrière dans le combo Superplex Falcon Arrow, le stomp pour un compte de 2, Jey Uso très très fort. Jey Uso, il va recevoir un petit peu d'aide quand Seth Rollins va voir Braun Breaker. Sami Zayn, qu'on pensait mort lui depuis la semaine dernière, mais Sami Zayn avec un grand bandage au côte fait son arrivée pour distraire un petit peu l'alliance Seth Rollins, Braun Breaker, bagarre
entre les deux à l'extérieur du ring. Une bagarre qui va tourner à l'avantage tout à l'heure de Bron Breakker, mais pendant ce temps-là, Seth Rollins a l'attention détournée et Jey Uso sort les 3 moves of doom. Voilà, l'aspire, le super kick, l'aspire et le splash de la 3e corde pour seulement un compte de 2. C'est pas suffisant, alors que ça pouvait être vraiment très très bien écrit comme ça, on en aurait voulu à personne. Mais Seth Rollins, on le garde très très fort. Sami Zayn aux abords du ring, il se fait découper en deux par l'aspire de Bron Breakker et... distraction encore à l'extérieur du ring, l'arbitre ne voit pas que Jey Uso, qui était venu voir comment allait Sami Zayn, va se faire lui aussi découper en deux par Bron Breakker. Et là, Bron Breakker qui remet Seth Rollins dans le ring, il porte le stomp derrière, il n'y a plus qu'à compter 1, 2, 3 et musique de CM Punk qui fait son retour. Et CM Punk, il vient mettre fin au combat. Il vient tout de suite attaquer avec une chaise Bron Breakker qui fait pas... acte de très très grande résistance, et tout de suite il s'en prend à Seth Rollins. Ça m'a un petit peu choqué que on n'ait pas sonné la cloche. Voilà. De ce fait, la décision officielle, je pense... Normalement, Seth Rollins gagne le match par disqualification. Est-ce que WWE va répertorier ça en no contest? Je ne sais pas, on n'a pas eu le petit visuel pour savoir si c'était no contest ou victoire de Rollins par disqualification. Mais quelque part, peu importe. Pour une fois qu'un finish se finit en DQ de manière plutôt intéressante pour que ça se construira derrière, et ce que ça a raconté pendant le match, je suis plutôt ok avec ça. Grosse domination évidemment de CM Punk qui fait une grosse razzia et qui fait fuir de ce fait Bron Breakker, Seth Rollins et Paul Heyman qui ont posé quand même les 2 semaines précédentes debout à la fin du show. Cette fois-ci, ils doivent battre en retraite. Il y a une opposition qui se crée, et cette opposition, elle concerne CM Punk, Sami Zayn, Jey Uso. Bonne fin d'épisode de Monday Night Raw, j'ai trouvé. Alors, qui se termine pas tout de suite. En tout cas, pour nous, il s'arrête là, mais sur les réseaux sociaux, il va y avoir un petit after Monday Night Raw où Jey Uso, avant de quitter la foule, il célébrait avec la foule, il est resté seul, et en partant, il s'est fait attaquer par Logan Paul, qui arrivait du public, qui lui a mis une droite. Ça n'a pas été diffusé à l'antenne, ça sera juste pour les réseaux sociaux, pour vous dire, voilà, le programme est toujours sous-jacent, mais ça sera pas Backlash, le point de chute, ça sera probablement construit pour le prochain pay-per-view, ou peut-être les échanges futurs, je sais pas ce qui arrive après, le Money in the Bank, probablement Money in the Bank. Et on a un 2v2 voilà, qui est parfait là, avec CM Punk et Sami Zayn qui vont probablement déjà avoir un petit 2v2 avec Bron Breakker et Seth Rollins en attendant que Roman Reigns se pointe. Roman Reigns il est pas là, jusqu'au mois de juin, Roman Reigns, attendez-vous à ce qu'il soit pas là. Ouais, peut-être le tag match, on peut peut-être le faire à Saturday Night Main Event. Saturday Night Main Event, c'est le 24 au soir, c'est dans la nuit du 24 au 25. On le sait, hein, c'est pas vraiment un PLE, hein, c'est un peu un format télé spécial de ce fait. Mais ils vont quand même, je pense, construire des grosses affiches. Donc peut-être, hein, le Jey Uso, Logan Paul, il sera peut-être construit pour Saturday Night Main Event. Et c'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw. Bah écoutez, c'était plutôt ok pour le Gotham Show avant Backlash. J'ai trouvé le show plutôt honnête. Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à nous faire vos retours sur YouTube. Merci à tous et restez forts. On se retrouve dans un jour ou deux à peine pour le Sturistradamus de Backlash en format traditionnel et live react dans la nuit de samedi à dimanche, puis le Qu'est-ce qui s'est passé qui sortira probablement le lundi 12 avec normalement une chouette annonce. Je n'en dis pas plus, mais restez forts. C'était Sturi. Ciao, bye bye.